Alors, on peut donner sans doute des conseils plus avenants, plus dans le vent, mais aujourd'hui, plutôt que de conseiller des voyages ou des adresses, de bonnes adresses de boutiques ou des recettes de rajeunissement, je voudrais simplement donner aux téléspectateurs l'idée que tout cela est très bien, mais il y a peut-être quelque chose d'encore plus réconfortant, qui est tout simplement de lire les classiques, qu'ils soient élèves ou professeurs, qu'ils soient écrivains, qu'ils soient journalistes, qu'ils soient hommes d'affaires ou hommes politiques, soit jeunes, vieux, hommes, femmes et toutes sortes d'autres choses, bien portants ou malades. Il me semble que ils se trouveront bien de suivre ce conseil et ils se seront divertis et ils seront même peut-être rajeunis, ils auront peut-être même guéri, et c'est ce que je me propose de vous suggérer en éclairant un peu la notion même de classique qui n'est pas très populaire. Dans le dictionnaire de Littré, qui, avec le dictionnaire de l'Académie française, naturellement, est l'autorité sur les mots et le meilleur sens des mots, le mot classique est ainsi défini. C'est un auteur à usage des classes. Alors aujourd'hui encore, puisque Littré date du XIXe siècle, le mot classique sonne peut-être désagréablement à vos oreilles, justement parce qu'il est associé à l'école, parce que à l'usage des classes sonne tout à fait scolaire. Tout mon propos aujourd'hui sera un peu de combattre ce préjugé et de faire sentir que les classiques, même s'il est excellent de les avoir étudiés lorsque on est au lycée ou au collège ou même à l'école primaire, ne se résument pas aux auteurs des programmes et qu'ils peuvent être une nourriture délicieuse et fructueuse à tous les âges de la vie. La définition, un tout petit peu désagréable, en somme, du dictionnaire de Littré, est conforme à notre usage, mais elle cache une pedigree, si on veut, du mot, qui est beaucoup plus attrayant. Et dans l'article même de Littré, il faut aller chercher ce pedigree dans un petit paragraphe qui s'intitule « Étymologie ». Et là, on apprend que le mot français « classique » a pour ancêtre un mot latin, « classicus », et que ce mot latin signifie tout simplement « de première classe ». Ça n'est pas exactement la même idée. Un auteur classique, au sens donc latin, au sens ancien, c'est un auteur qui a de la classe, qui n'est ni banal, ni vulgaire, et que l'on a honneur et profit, en quelque sorte, à fréquenter. Les classiques, donc, au sens étymologique, ce sont les meilleurs auteurs, ce sont les meilleurs livres, et ceux, et peut-être nous allons y revenir, qui universellement sont reconnus pour les meilleurs, même s'il a fallu quelquefois beaucoup de temps pour que cette supériorité, en quelque sorte, et cette universalité soient admises et reconnues. Alors, si ce sont les meilleurs, et qu'ils sont en outre étudiés par les enfants et les adolescents, eh bien, on ne peut que s'en réjouir. Mais il est bien évident que les programmes scolaires ne peuvent inscrire un nombre considérable d'auteurs sur leur liste et ils font une sélection un peu restreinte. Donc la notion de classique, surtout si on l'entend au sens de meilleur, est universellement reconnue comme telle, eh bien elle doit être étendue et je montrerai ou j'essaierai de montrer, ce qui je crois est une évidence, les auteurs qui ont de la classe, ceux qui les
souhaitable de lire et de relire n'ont rien à voir avec le triste et injuste qualificatif de scolaire. Un autre mot qui a beaucoup fait pour nuire à la notion de classique, c'est le mot de classicisme. Alors, tous les mots en isme ont quelque chose d'un tout petit peu pénible et même d'un peu dangereux. Il y a toujours une notion de système derrière les ismes. Et en France, on a beaucoup parlé de classicisme. On a même, je crois, ennuyé de nombreuses générations d'élèves avec les définitions de ce classicisme pour désigner les grands auteurs du règne de Louis XIV. Dans le classicisme, eh bien, les grands exemples, ce seraient Corneille, Racine, Molière, La Fontaine, Bossuet, Boileau surtout. On a attaché, en somme, à la mémoire de ces grands écrivains à l'architecture majestueuse de Versailles ou bien encore à celle des Invalides, qui est peut-être une des plus caractéristiques de ce que l'on voudrait entendre par classicisme. Et comme une sélection de ces grands écrivains et de ces images, en somme, de l'architecture du règne de Louis XIV, ont figuré, peut-être figure-t-elle encore d'ailleurs, dans les manuels scolaires français, la combinaison de cette idée scolaire et puis de cette idée officielle, pompeuse, a jeté en quelque sorte sur la notion de classicisme et tout ce qui s'y rapporte une idée de cérémonie solennelle, alliée d'ailleurs à une idée de dissertation professorale. À quoi s'est ajouté, il faut le dire, peut-être pas pour les élèves, ils sont trop jeunes pour sentir ces choses, mais peut-être pour les plus grands et pour les adultes en particulier, c'est que il y a peut-être cette idée qui s'est répandue, surtout depuis 68, que étudier dans les classes ces auteurs du XVIIe siècle, comme d'ailleurs étudier les auteurs latins et grecs, les classici, au sens originel, c'était un luxe de bourgeois, une distinction et même une prétention contraire à ce que l'on peut attendre de l'égalité démocratique et de la bonne marche un peu allégée, en quelque sorte, des sociétés modernes. Ainsi, avant même de montrer les agréments et les avantages de la lecture des classiques, au sens large, je dois justifier le sens de classiques au sens restreint, les classiques que l'on classe abusivement dans sous ce petit chapeau, en quelque sorte, de classicisme, et combattre un peu la réputation négative qui leur a été faite. D'abord, je crois qu'il est faux de dire ou de croire sur une vulgate qui a été répétée par l'école pendant longtemps, que les grands écrivains du règne de Louis XIV ont tous été, plus ou moins, des écrivains officiels, pris dans la sphère publique, en quelque sorte, du régime, dociles à un ordre politique autoritaire, et ressemblant tous, plus ou moins, grâce à leur perruque, à leur maître, le roi Soleil. Quand on est entré dans la familiarité de chacun d'entre eux, on voit bien que tous ont une personnalité très singulière. Ils ne se ressemblent pas du tout, et ils ressemblent encore moins au chef de l'État. Bien loin d'être dociles, serviles, tous ont un sens très aigu de la liberté, de l'ironie critique, de l'autonomie de la littérature vis-à-vis du pouvoir politique. Molière, dans ses comédies, fait rire de tous les conformismes, et en particulier du conformisme des courtisans, c'est-à-dire de ceux qui sont les plus proches du pouvoir. Corneille, dans ses tragédies, met en scène des héros dont le moins qu'on puisse dire est qu'ils ont un sens extrêmement aigu de leur indépendance. Racine n'hésite pas à placer au cœur de ses tragédies, et pas seulement de Britannicus, le problème de la folie qui menace
les détenteurs du pouvoir absolu. La Fontaine tourne doucement en dérision dans ses fables, lui aussi, la servilité des courtisans, mais aussi l'aveuglement prétentieux des puissants, le péril qu'il y a dans le pouvoir absolu, et même Bossuet, l'évêque de Meaux, le prédicateur de la cour de Louis XIV, n'hésite pas, dans ses oraisons funèbres et dans ses sermons, à rappeler au roi lui-même, à ses ministres, que, au fond, ils ne sont que des hommes faillibles et mortels qui doivent réfléchir à deux fois avant de prendre des décisions qui pourraient nuire à leur sujet. En fait, s'il y a eu un contrepoids à ce qu'on a appelé la monarchie absolue, et qui dit bien, le mot qui dit bien quelle est la nature du régime, eh bien ce contrepoids, il faut le chercher dans les œuvres des grands écrivains de son règne, et encore, je n'ai pas cité les plus libres, un Pascal, un Saint-Simon, parce que leurs œuvres n'ont pas été publiées, ou en tout cas intégralement publiées ou connues de leur vivant. Ce qui fait que pour nous, même si on veut, au fond, juger les classiques et juger du plaisir ou de la nourriture qu'ils peuvent nous apporter du point de vue qui est le nôtre, c'est-à-dire du point de vue d'une démocratie de la fin du XXe siècle, eh bien, il y a dans ces auteurs, à mon sens, d'abord un sens aigu de la liberté, ce qui est au moins aussi important pour une démocratie que le sens de l'égalité, et d'autre part, il y a un sens très vif des périls de toute forme de pouvoir absolu, de toute forme de tyrannie. Or, le XXe siècle, malheureusement, a été un siècle fécond en tyrannie. Pourtant, l'on n'a pas inventé la notion de classicisme sans quelques bonnes raisons. Même les écrivains du règne de Louis XIV que j'ai décrits, si différents, si singuliers, justement si libres, ont chacun, malgré cette extrême singularité, malgré cette liberté d'esprit, un patrimoine commun, dirait-on, une solidarité qui les unit et qui fait d'eux une famille. Alors, dans une famille, il y a des types humains extrêmement divers, parfois contradictoires. C'est donc une famille qui n'a rien de clones ou d'une réunion de clones, au contraire. Mais il ne faut pas chercher l'origine de cette ère de famille dans la cour de Louis XIV, ou dans la personne, ou dans la volonté du roi. Il faut la chercher ailleurs, je crois. C'est d'abord, me semble-t-il, que tous ont ou partagent une certaine idée de la langue française, qu'ils considèrent, au fond, comme un bien commun du royaume, qu'ils considèrent comme une langue encore imparfaite et qu'il faut parvenir justement au rang de langue classique. Cette notion est très importante. Elle donne aux Français du XVIIe siècle, et à plus forte raison à leurs écrivains, une ambition, une sorte de frontière à franchir, c'est de faire du français l'équivalent des grandes langues classiques, les grandes langues dans lesquelles on a formé, en somme, à l'humanité, dans lesquelles on a éduqué des générations, dans lesquelles les grandes pensées se sont formulées, c'est-à-dire le latin et le grec. Comment le français va-t-il devenir l'égal ou même le successeur du latin et du grec? C'est une question qui est très sensible dans cette époque, qui est beaucoup plus que politique, et qui donne au fond aux œuvres de cette époque ce côté vivant, parce qu'elles luttent en quelque sorte pour atteindre à une certaine universalité que seules les œuvres grecques et latines avaient atteint jusque-là. Et avant même que Richelieu ne donne à cette idée, en 1635, l'incarnation ou
l'institutionnalisation, comme on dit aujourd'hui, de l'Académie française, eh bien, un poète comme Malherbe, un prosateur comme Guesse de Balzac, 2 générations déjà d'écrivains, de traducteurs, s'étaient livrés sur la langue du royaume à un travail de sélection lexicale, de précision grammaticale, en quelque sorte, travail du style aussi, qui a créé le terrain favorable pour les écrivains du règne de Louis XIV, héritage qu'ils ont encore perfectionné et qui a longtemps, et qui reste encore, me semble-t-il, assez central dans notre mémoire nationale pour que cela forme une référence pour la qualité d'expression ou pour tout simplement l'élégance de la forme. Alors, ce qu'ils ont aussi en commun, ces écrivains, c'est un certain nombre d'idées de style. C'est une formule peut-être difficile à sentir, mais je vais essayer de la préciser. Ils pensent que le français n'est pas capable de toutes les formes. Il y a un certain nombre de formes qui lui conviennent. Et par exemple, le français est particulièrement approprié à une certaine douceur sonore qui le prédestine au fond à la politesse. La douceur étant évidemment une certaine manière de s'oublier soi-même pour être agréable à autrui, et notamment agréable aux femmes. Et c'est une langue qui a une prédestination galante, si j'ose dire. D'autre part, une autre idée du style qui est commune à tous ces écrivains, c'est la clarté éloquente, qui suppose que l'on parle, mais sur fond d'une discipline de la pensée et d'une volonté d'être parfaitement compris, accessible pour autrui, pour le destinataire du discours. Et enfin, dernière de ces idées du style, la simplicité, le naturel, qui s'obtiennent par une attitude morale, au fond, la vérité envers soi-même et une sincérité, presque une naïveté, c'est un mot qui est très aimé au XVIIe siècle et qui n'a pas le sens un peu enfantin que nous lui donnons aujourd'hui, c'est au fond la franchise, une certaine spontanéité d'être qui donne à la langue et au style un charme, mais aussi une transparence qui est extrêmement attrayante. Et quand on lit les comédies de Molière, quand on lit même les tragédies de Racine, en dépit de leur extraordinaire formalisme, si j'ose dire, on retrouve cette clarté, cet effort d'être entièrement dans ce que l'on dit, de manière à être reçu de l'autre avec, sinon sympathie, du moins avec une parfaite compréhension. En somme, les grands auteurs du règne de Louis XIV sont moins préoccupés de s'accorder à la majesté du règne que de s'accorder à ces valeurs qui tiennent à l'essence, au génie, à ce qu'ils croient être le génie de la langue. Ils peuvent bien composer sur cette trame commune des œuvres profondément différentes et originales. Tous sont fidèles à l'idée qu'ils se sont faits de la langue du royaume et des traits de style qui conviennent non seulement à cette langue, mais à un certain caractère français qui, en somme, se manifeste dans les traits profonds du langage. Alors il vaut la peine d'observer, je crois que c'est un des charmes aussi que l'on trouve à la lecture de ces auteurs, que ces traits de style sont tous liés intimement à une discipline morale et spirituelle. J'y ai déjà fait allusion. Au fond, les maîtres de cette discipline ont été le Montaigne des Essais, le François de Sales de l'introduction à la vie dévote. Cela suppose que parler, c'est formuler un certain épanouissement de sa propre humanité. Ça n'est pas parler à partir d'états intérieurs bruts,
c'est parler à partir d'une nature qui a déjà été éduquée, qui a déjà été amenée à une certaine qualité d'être que les gens du XVIIe siècle ont appelé humanité, et c'était un mot qui datait de l'Antiquité. On parlait aussi d'humanitas à Rome, et cela ne veut pas dire du tout l'humanitarisme, cela veut dire une certaine façon d'être pleinement humain et d'éviter tout ce qui pourrait vous faire prendre pour un animal. Au fond, l'humanité, c'est le contraire de la bestialité. Cette humanité accomplie par la culture des lettres forme donc la base continue des œuvres écrites au temps de Louis XIV, et au centre de cette, je dirais, de cette musicalité, eh bien, se tient l'amour de la langue, la discipline de la langue, qui est commune à tous les écrivains. D'autres leçons, convergentes d'ailleurs avec celle-ci, peuvent évidemment être tirées d'autres classiques et d'autres littératures que la nôtre, mais puisque nous sommes français, que nous parlons cette langue, il me semble que c'est cette époque de notre littérature qui restera, et qui reste pour nous en tout cas, une vivante pierre de touche, non seulement de l'élégance de la forme, mais aussi, si j'ose aller jusque-là, de l'intelligence du cœur. Pour en revenir une dernière fois au préjugé néfaste selon lequel le classicisme se résume à l'ordre politique, à la conservation d'un certain nombre de privilèges et de hiérarchies, je crois avoir montré dans le livre que j'ai écrit et que j'ai publié il y a peu de temps, c'est-à-dire Le poète et le roi, que cette civilisation littéraire sous le roi Soleil, c'est vraiment le soleil du siècle et non pas le roi lui-même. Le roi, évidemment, rétrospectivement, a été paré des effets de ce chef-d'œuvre, au fond, d'humanité, de civilisation, mais ce n'est pas lui qui en est le principe. En fait, il en a bénéficié, il en a lui-même reçu les rayons, si j'ose dire, comme un miroir, mais ça n'est pas lui la source. La source, elle se trouve chez ces écrivains qui ont en somme porté à sa perfection cette union de la forme et de l'intelligence qui a donné à leurs œuvres un caractère, je dirais presque, de référence centrale pour nous-mêmes et pour nos écrivains. Alors, il est bien évident qu'en dehors de cette période, de cette famille d'auteurs que j'ai essayé de décrire, le mot classique s'applique tout aussi bien à des auteurs ou à des œuvres appartenant à d'autres langues que la nôtre et naturellement à d'autres époques que le XVIIe siècle français. Alors à quoi distingue-t-on un classique, quelle que soit sa langue, quelle que soit son époque? Je vais me servir, pour aller faire court, d'une métaphore, d'une image. Il me semble que ce qui fait que l'on distingue, que l'on reconnaît un livre classique de tout autre, c'est que, comme les paysages de notre enfance, vers lesquels nous revenons volontiers, ils échappent aux modes et ils procurent des bonheurs du même ordre que ceux que nous prenons à nous retrouver en quelque sorte chez nous. De tels livres sont des lieux communs, c'est vrai, déjà explorés, déjà connus, déjà commentés, déjà éprouvés, mais inépuisables, mais délectables.
je crois que quand on entend rire aujourd'hui dans une salle à l'écoute du Malade imaginaire de Molière, on a le sentiment que ce rire est aussi frais que celui qui était en quelque sorte écouté dans une salle à Paris sous Louis XIV. Ces lieux communs, quand on n'a pas eu la chance de les découvrir quand on était enfant ou adolescent, quand on a la chance de pénétrer dans un livre classique anglais, par exemple, que l'on lit en traduction ou que l'on lit dans sa langue originale, on le découvre avec surprise et on a le désir, la nostalgie d'y revenir parce que on a senti qu'on avait, avec ce que raconte ce livre et avec la manière dont cela est raconté, une sorte de d'appétence et d'attraction. Les générations successives ne s'y trompent pas, ou en tout cas, elles finissent par ne pas s'y tromper. On distingue donc un classique, quelle que soit l'époque, quelle que soit la langue, au fait qu'il est non seulement très connu depuis très longtemps, mais qu'il ne perd rien à être découvert ou redécouvert. C'est un livre qui reste jeune, même avec des siècles de célébrité. Alors, cette célébrité, cette auréole qui enveloppe certains titres et certains noms d'auteurs, comme la Divine Comédie de Dante, la Phèdre de Racine, le Second Faust de Goethe, ont peut-être quelque chose d'intimidant. Mais ça n'est pas la même lumière que celle qui remplit les vitrines autour d'un prix Goncourt. Ce n'est pas non plus la lumière académique, si j'ose dire, du prix Nobel. Cette lumière, elle vient de plus profond, elle vient d'une conscience qui s'est peu à peu établie que entre ces livres et une vérité humaine reconnaissable partout et reconnaissable par tous aussi, eh bien, il y a une profonde parenté et affinité. Alors, cette lumière peut intimider, elle peut irriter, elle peut agacer, même rétrospectivement. En Amérique, on donne à la liste des livres qui bénéficient de cette sorte de gloire le nom de grands livres, Great Books. On les rassemble dans une sorte de liste quasiment obligatoire qu'on appelle le canon. Ces mots me paraissent très peu appétissants et je pense qu'il vaut mieux s'en tenir à l'expression ou au mot français de classique. Même lorsque ces livres qui ont ce pouvoir d'attraction, cette capacité en quelque sorte de rester jeune, même lorsqu'ils sont récents. Je pense au journal de Gide ou à la recherche de Proust, ou on pourrait citer même des œuvres plus récentes. Les livres et les auteurs classiques font d'abord peut-être l'effet à ceux qui n'en connaissent que le nom ou qui ne les ont jamais abordés à l'âge où ils auraient pu le faire, d'étoiles lointaines ou de pays étrangers. Ils font l'effet peut-être, un peu trop souvent, de n'appartenir plus à notre monde contemporain et de relever d'un ordre culturel extrêmement élevé. Les projecteurs, en particulier de l'actualité, ne le rapprochent pas du tout de nous et ne nous invitent pas, en quelque sorte, à les rejoindre. Peut-être y aurait-il un peu de peine à se faire, et la peine n'est pas très compatible avec ce que l'on attend quand même de la lecture, c'est-à-dire le plaisir. Alors, est-ce que
nous sommes vraiment séparés de ces bouquins, ou anciens ou récents, enveloppés d'une sorte de lumière un peu étrange, et qui nous paraissent justement pour cela difficiles. Ne vaut-il pas mieux rester dans notre monde à nous, entre gens au fond d'aujourd'hui, dans l'actualité, et en lisant des livres d'aujourd'hui dont on parle dans la presse ou sur les écrans. Il y a donc deux mouvements de rétraction, me semble-t-il, vis-à-vis des classiques, qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers, qu'ils soient récents ou qu'ils soient très anciens, qu'il s'agisse de l'Iliade ou qu'il s'agisse, pour revenir à lui, du journal de Gide. L'un, c'est un mouvement de rétraction devant ce qui est glorieux, donc intimidant. L'autre, c'est la rétraction devant ce qui est étrange, un peu éloigné des préoccupations quotidiennes. Et ces deux réactions ont quelque chose, toutes les deux, de très frileux. Elles tendent au fond à nous enfermer dans ce qui nous est non seulement familier, parce que le mot familier est plutôt beau et réconfortant, mais dans ce qui nous est immédiat, dans ce qui, dans ce à quoi nous sommes habitués de façon presque mécanique. Il nous emprisonne peut-être même dans ce qui est à notre portée, ce qui ne nous demande pas, en quelque sorte, de faire un voyage intérieur. Il nous confine dans notre actualité immédiate. Or, me semble-t-il, aller chercher les classiques, les lire, c'est franchir une frontière qui ouvre un autre monde, au lieu de rester tout simplement casanier, même si c'est une manière extrêmement agitée et troublée d'être casanier. Lire les classiques, cela me paraît ouvrir des fenêtres au grand air, au lieu de nous complaire dans le renfermé ou même dans la pollution. Ce qui nous doit pousser, me semble-t-il, à les lire, c'est le goût d'une certaine audace vis-à-vis de nous-mêmes, d'une certaine liberté vis-à-vis de ce que le monde a peut-être de plus mystérieux que ce qui nous est donné par les médias, et le goût, en fait, d'une découverte qui n'est pas exactement celle de l'information. C'est aussi le désir, donc, de sortir de soi-même et de l'habituel pour rencontrer autre chose, et peut-être l'autre chose que nous cherchons tous à rencontrer, c'est peut-être nous-mêmes, en fin de compte. C'est ce qui est le plus difficile, d'ailleurs, à rencontrer. On se plaint, à juste titre, aujourd'hui, que le monde soit rétréci, uniformisé. Pour échapper à ce sentiment d'étouffement qui est incontestable, dans ce qu'on appelle de plus en plus le village global, la plus sûre, me semble-t-il, agence de voyage, la voie d'expérience la moins frelatée, c'est la lecture des classiques. Pour autant, lire les classiques n'a rien de commun avec ce que l'on appelle l'exotisme. Se plonger dans cette sorte de livre, ce n'est pas du tout prendre la fuite, ce n'est pas du tout aller chercher le fantastique ou se procurer le frisson de l'étrange et l'ivresse de l'irréel que le cinéma, au fond, est beaucoup plus capable de nous apporter et à moindre frais. C'est au contraire, et c'est là que j'en reviens toujours à cette espèce de descente intérieure, c'est, en fin de compte, oser se reconnaître soi-même, oser découvrir une réalité humaine qui frémit au fond de nous-mêmes et dont nous ne soupçonnons au fond qu'avec une certaine prudence et même une certaine hostilité les ressources et peut-être même d'ailleurs les périls. Les classiques ne nous délivrent pas de l'expérience,
ils en révèlent les arrière-plans et les ressorts inconnus et imprévus. Et c'est pourquoi, me semble-t-il, sont-ils si aisément reconnus partout et par les générations successives, c'est qu'ils ne s'adressent pas à ce qui est pour l'instant, à ce qui va passer, à ce qui est à la mode et ce qui va changer. Non, ils s'adressent à ceux qui, en fin de compte, animent et conduit la nature humaine et qui est différente chez chacun d'entre nous, mais qui, en fin de compte, à laquelle nous avons tous affaire, et non sans une certaine crainte et non sans une certaine répulsion. Loin de se contredire, ces livres si différents, qu'ils soient japonais ou anglais, américains ou allemands, loin même de se juxtaposer simplement, ils se répondent les uns les autres. Ils se complètent, si j'ose dire, même à travers les siècles, les langues, les genres. Ils forment comme une sorte de famille initiatique qui introduisent les nouveaux venus à un sens commun, non seulement de ce qu'il y a de redoutable et de permanent dans les mouvements du cœur, mais également dans ce qui peut rendre ces mouvements moins désastreux pour nous-mêmes et pour les autres, c'est-à-dire qu'il y a toujours dans cette analyse de la nature humaine un programme d'humanité un peu moins brutal. Si vous lisez, et je ne peux pas m'y étendre malheureusement, l'histoire de Genji, qui a été écrite au XIe siècle par une grande dame de la cour impériale japonaise à Kyoto, vous retrouverez, c'est très étrange d'ailleurs, parce que qu'est-ce qui peut rapprocher ces civilisations si éloignées dans le temps, dans l'espace? Vous y retrouverez le même sourire, la même tristesse aussi, la même pénétration des replis les plus délicats du cœur, des aléas du bonheur et du malheur, que dans l'Énéide de Virgile, qui a été écrite 10 siècles plus tôt, et à Rome, à la cour de l'empereur Auguste. La dame Musaraki, naturellement, dans son lointain Japon, n'a jamais entendu parler de Virgile. Sa religion n'a rien de commun avec celle du poète romain. Et pourtant, leurs lecteurs, quand on lit ces deux œuvres successivement, ou même à une certaine distance, mais avec la présence de chacune d'entre elles, eh bien, ils sentent vivement que ces deux auteurs ont offert de la vie humaine un miroir aussi profond, un miroir essentiellement comparable, même si les détails de l'image, même si les costumes, même si les paysages diffèrent. Le propre des classiques, dans quelque langue et dans quelque temps qu'ils soient apparus, c'est qu'ils conduisent, au fond, à travers des visions qui sont souvent terribles, parce que l'homme n'est pas une chose très plaisante à observer de l'intérieur, mais ils conduisent au même carrefour, éclairés d'une même lumière. Ce n'est pas un autre monde, mais c'est le fond de notre propre monde, celui qu'on touche quand on a traversé, en quelque sorte, notre propre ignorance, nos propres blocages, nos propres préjugés, nos propres peurs, nos propres passions, et que nous avons atteint cette espèce de détachement souriant qui nous permet de traiter tout cela avec un peu moins de niaiserie et surtout de cruauté. La lumière des classiques, elle est au fond la plus simple qui soit, mais elle est aussi la plus complexe qui soit, parce qu'elle est le dépassement de notre vipère. Et il faut du génie, je me semble-t-il, et un génie qui ne se trouve que rarement, mais qui est également répandu dans les diverses langues et dans les diverses époques,
de l'humanité, pour nous faire connaître cette simplicité, fille de l'itinéraire intérieur, de la découverte intérieure, et qui surtout est capable, par une forme capable, à la hauteur en quelque sorte de ce voyage, de nous en faire reconnaître le prix. Lire les classiques, ce n'est pas seulement un bonheur, me semble-t-il, c'est une croissance intérieure, c'est une conquête de la vue du cœur. Et, au fond, quand on les rapproche les uns les autres, quand ils forment dans notre vie de lecture en lecture une espèce de chaîne, une libération. Les classiques, les grandes œuvres, les grands livres forment une famille nombreuse. Pas très nombreuse, mais assez nombreuse pour créer peut-être au début un peu d'embarras pour quiconque s'est pris du désir de les connaître et de les reconnaître un peu mieux. Les vrais grands livres sont en réalité comme des personnes vivantes. Et avec eux, au début, tout est question d'affinité, d'appétence, de sympathie, de goût. Le jeune homme ou la jeune fille qui, par son âge, par son tempérament, par son intelligence, est ambitieux ou passionné, qui entre dans la vie avec certain appétit, je crois, s'éprendra toujours, ou aura tout intérêt à s'éprendre, en tout cas, de Balzac, de sa comédie humaine, de la plupart de ses romans. Même si, comme on le répète un peu trop tous les jours, le monde a changé, rien n'est plus comme avant, l'expérience humaine, en fin de compte, de l'ambition dans une grande ville, dont Balzac fait partager la cruauté, l'intensité, la vanité dans ses romans, reste en substance tout à fait vrai et même très reconnaissable. Aux lecteurs modernes, naturellement, aux jeunes lecteurs modernes de Balzac, de traduire dans les termes de sa propre expérience, comme un miroir dans lequel il prend sa propre mesure, ce que la fiction de ce romancier du milieu du XIXe siècle lui révèle du jeu des passions, des intérêts, des caractères. Cet exercice de traduction, d'adaptation, de prise de conscience, en quelque sorte, de soi dans un miroir sorcière, est extrêmement fécond. Et c'est lui, justement, qui, à mon sens, enseigne le mieux à prendre ses distances avec l'immédiat, à vivre sans se laisser duper par les apparences, par les idées du jour. Rien n'est plus précieux que de voir les idées du jour du 19e pour se guérir de celles de maintenant. On peut lire Balzac à 20 ans, mais on peut aussi le lire et le relire à l'âge adulte et même dans la vieillesse. C'est une façon, en quelque sorte, d'écrire pour soi-même ses mémoires et de vérifier dans plusieurs étapes l'état de sa propre expérience, de sa propre éducation dans les choses de la vie et des êtres. On est alors bien préparé, quand on lit Balzac un peu tard, à lire, par exemple, les Mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, un des livres les plus contemplatifs, les moins jeunes qui soient. On y apprend que la vie active n'est pas tout, et que, en fin de compte, le jeu intérieur de la mémoire, des souvenirs, de la comparaison des émotions, de l'évocation de moments à jamais disparus, tout cela formulé pour soi-même, peut être une sorte de
réalité intérieure qui double en quelque sorte la réalité vécue, qui lui donne une raison d'être et qui peut-être lui donne aussi une manière d'être partagée avec autrui, ou tout au moins comparée avec celle d'autrui. Mais Balzac lui-même, s'il est vrai qu'il appartient à la famille des classiques, c'est qu'il est nourri d'autres classiques. Et je crois que là, c'est un point sur lequel j'aimerais m'attarder une minute. Il est nourri de Molière. Il a appelé son œuvre la comédie humaine en pensant aux comédies de Molière. Il est nourri de Racine, de l'acuité, de l'analyse des passions dans les tragédies de Racine. Il est nourri aussi de Shakespeare et du drame shakespearien. Il est nourri des moralistes français. Il veut, si l'on veut cesser d'être prisonnier du jeu social, si l'on veut en comprendre les règles qui, au fond, changent moins qu'on le croit, si l'on veut en comprendre les ressorts profonds, si l'on veut y participer avec plus de liberté, plus de détachement, plus d'aisance, moins de pression, si l'on veut aussi éventuellement en sortir lorsqu'on en est fatigué, il vaut la peine de lire avec des yeux balsaciens, si j'ose dire, les femmes savantes de Molière, son Misanthrope, la Phèdre ou le Britannicus de Racine, le Roi Lear et le Macbeth de Shakespeare, les Maximes de La Rochefoucauld, ou même les lettres spirituelles de Fénelon, qui sont évidemment un des plus profonds traités de psychologie que l'on puisse lire. La beauté du langage, et c'est une richesse dont nous sommes cruellement privés aujourd'hui, et dont les classiques, en quelque sorte, regorgent, même en traduction, même Shakespeare en traduction, reste une fontaine de formules qui nous aident à nous formuler nous-mêmes. Eh bien, cette beauté du langage nous rend, nous donne la possibilité d'arriver plus aisément au centre du drame humain, un drame qui est celui d'hier comme il est celui d'aujourd'hui. Et au lieu de nous sentir souvent les instruments passifs ou les victimes plus ou moins étonnées de ce drame que nous vivons à tous les étages, tous les jours, eh bien, nous devenons, à le contempler dans ces miroirs très nets ou grossissants, des spectateurs plus intelligents et en tout cas plus prévenus. Nous apprenons à comprendre quelle violence et quel aveuglement peuvent conduire, animer la cupidité humaine et quelle souffrance elle peut infliger sur son passage hâtif. Nous apprenons aussi à découvrir quelle éducatrice peut être la souffrance et de quelle beauté peut se revêtir la douceur que la souffrance sait quelquefois enseigner. Si nous voulons remonter aux sources qui ont inspiré les classiques du XVIIe et encore ceux du XIXe et ceux de la plupart des langues européennes, nous retrouverons en lisant l'Énéide de Virgile, en lisant l'Iliade d'Homère, comme nous aide à le faire Jacqueline de Romilly dans son Nector, en relisant aussi évidemment les modèles de toute la littérature européenne, les grandes tragédies de Sophocle, l'Oedipe roi, l'Antigone, nous retrouvons ce vertige qui crée chez tous ceux qui ont eu la chance de l'éprouver, de l'expérimenter, le spectacle à la fois de la férocité, de la fragilité et aussi peut-être le désir de dépasser cette férocité
et cette fragilité humaine, de nous rendre un peu moins sourds, un peu moins aveugles, un peu moins ignorants, un peu moins durs. Tous ces grands écrivains n'ont rien cherché d'autre que d'obtenir ce très faible résultat, mais qui est tellement précieux parce qu'il évite le pire. Les classiques, et je n'ai parlé ici que de ceux que nous trouvons dans notre propre tradition européenne, je n'ai fait que évoquer les classiques chinois ou japonais, ont ce trait commun, d'âge en âge, d'enseigner une attitude contemplative, au fond, une attitude méditative, qui rend leurs lecteurs un peu moins grossiers, un peu moins inhumains, avec eux-mêmes d'abord, essentiellement avec eux-mêmes, et naturellement, lorsqu'on l'est un peu moins avec soi-même, on l'est avec les autres. Lire les classiques, l'un conduisant à l'autre, l'autre enchaînant avec l'un, ce n'est pas si difficile, sitôt que l'on a compris que tous se livrent à la même enquête inépuisable qui nous intéresse tous, sur la nature humaine, c'est-à-dire sur notre propre nature, sur ce qui fait que nous allons et que nous nous inquiétons. Et c'est pourquoi ils sont, au fond, ces classiques, même très anciens, un excellent critère pour reconnaître, parmi les auteurs qui publient aujourd'hui, parmi les œuvres que nous trouvons sur les étals des librairies et qui sont encore tout frais de l'imprimeur, eh bien, de reconnaître ceux qui ont des chances de devenir un jour classiques. C'est qu'ils participent, eux aussi, dans la même chaîne, à cette enquête sur la nature humaine. Et je dirais que dans cette enquête, une des passions, et qui peut devenir d'ailleurs un sentiment, et c'est un peu l'effet que l'on attend des classiques, c'est qu'elles sachent transformer les passions en sentiments, eh bien, un de ces fils, je dirais, ça n'est pas parmi toutes les passions, c'est certainement le sentiment ou la passion amoureuse. Nous sommes très mal préparés à la ressentir, à la formuler, à en faire un luxe du cœur. Je crois que en lisant, en quelque sorte, toutes ces admirables formules, toutes ces admirables expressions, tous ces admirables drames qui montrent toutes les facettes possibles de l'amour, eh bien, nous devenons nous-mêmes plus capables de vivre l'amour d'une façon qui n'est pas sauvage et qui n'est pas non